La question que j'entends tous les jours, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est pourquoi les États-Unis et le président Trump attaquent-ils réellement l'Iran? Les réponses habituelles sont bien connues. L'Iran a tué des soldats américains. L'Iran est le principal soutien étatique du terrorisme mondial. L'Iran menace les alliés régionaux de l'Amérique, en particulier Israël et l'Arabie saoudite. Et bien sûr, il y a la question nucléaire. Un régime terroriste comme l'Iran doté de l'arme nucléaire serait une puissance effroyable. Toutes ces raisons sont vraies. Cependant, il y a une raison plus profonde et peut-être la plus importante dont on parle rarement. Elle est liée à ce qui pourrait être le plus grand défi sécuritaire auquel les États-Unis seront confrontés au XXIe siècle, la Chine. La montée en puissance de la Chine dépend fortement de l'énergie. Deux de ses principales sources vitales de pétrole sont l'Iran et le Venezuela. Ces réserves fournissent le carburant qui alimente l'économie du Parti communiste chinois, l'expansion militaire et la menace croissante qu'il représente pour les États-Unis et Taïwan. Les planificateurs du Pentagone le savent bien. Les stratèges de la Maison-Blanche le savent. Ce qui nous amène à une possibilité dont on parle rarement. L'un des résultats les plus importants de l'opération Fureur épique, l'opération Lion rugissant, pourrait ne pas concerner l'Iran du tout. Cela pourrait concerner la Chine. Pour comprendre cette histoire plus en profondeur, je suis rejoint par Ahmed Cohen. Il est le PDG du Centre pour la liberté israélienne. Il est commandant dans Tzahal et l'un des principaux stratèges d'Israël. Nous avons la chance de l'avoir. Merci Ahmed de nous rejoindre à nouveau. Merci de m'accueillir à nouveau. Absolument. Alors, vous savez, Ahmed, quand les Américains entendent parler de l'Iran, ce qu'ils entendent, c'est le terrorisme, les groupes soutenus qui attaquent Israël, un Iran potentiellement nucléaire. Si vous étiez assis à Pékin aujourd'hui et que vous regardiez une carte du monde, pourquoi l'Iran est-il si important? La géopolitique est un jeu complexe fait principalement de conséquences imprévues. La Chine joue sur le très long terme, avec patience, depuis des décennies. Alors que l'Occident, mené par l'Amérique, est avant tout incohérent dans sa stratégie et surtout aux yeux de Pékin. Il s'affaiblit à cause de son refus d'utiliser la force militaire, de son refus d'imposer sa domination face à d'autres concurrents comme la Chine, de la délocalisation de son industrie et de son manque de volonté à investir dans la puissance militaire. Depuis 2016, Donald Trump a changé cette doctrine et il a commencé à reconstruire l'armée américaine. L'industrie militaire, c'est certain, sera bien plus développée lors de son Trump 47, son second mandat. L'Europe, en tant que partie du monde occidental, peut agir, comme on le voit aujourd'hui avec la guerre menée par la Russie. Et la Chine voit cela, voit la faiblesse et se dit « D'accord, nous pouvons commencer à être plus audacieux, plus forts. » Et disons que le véritable objectif dont Xi Jinping parle, c'est de reprendre l'île perdue de Taïwan. Dans ce jeu, ce que Trump fait en Iran marque un changement radical face à la doctrine américaine. Ça a commencé avec le Venezuela, évidemment, la première attaque de B-2 en Iran, Midnight Hammer. Et cette opération, il est très difficile de vraiment comprendre ce que l'Amérique pense. Maintenant, aux yeux de Pékin, le premier changement, c'est que l'Amérique est prête à utiliser la puissance militaire. Le problème avec la puissance militaire américaine, c'est que l'Amérique est surtout aspirée dans des conflits locaux sur le long terme, comme la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. Donc, la première tentative de Pékin sera de se dire « Oh, ce n'est pas mauvais pour nous. Distrayons-les au Moyen-Orient. » Mais ensuite, encore une fois, dans un second temps, et cela dépend de la façon dont Trump gère la guerre, s'il coupe, comme vous l'avez dit, le pétrole iranien et qu'il défend l'Arabie saoudite, et en fait, beaucoup des exportations vers la Chine viennent aussi d'Arabie saoudite, et il utilise cela comme levier. Dans une approche indirecte, dans une approche stratégique et indirecte de Trump, cela peut affaiblir considérablement la Chine, tout comme le déplacement des industries, les tarifs douaniers et beaucoup d'autres stratégies de Trump. Il ne s'agit pas d'adopter une approche directe envers la Chine, mais de l'affaiblir stratégiquement. Donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose de clair et net. Pékin le voit. C'est compliqué. Cela dépend des résultats et de la gestion de la guerre par Trump.
Mais c'est certainement un geste surprenant de la part de Trump d'attaquer directement l'Iran maintenant. Avant de continuer, nous aimerions partager quelque chose d'important. En ce moment, Israël est attaqué. Les sirènes retentissent, des missiles tombent et des familles courent vers les abris antibombes en pleine nuit. Mais pendant que le monde observe la guerre dans le ciel, une autre bataille se déroule silencieusement sur le terrain. C'est la bataille pour la nourriture. Des millions d'Israéliens vivent dans la pauvreté et la guerre pousse ces familles au bord du gouffre. Meir Panim fournit des repas chauds, des colis alimentaires et des soins à ceux qui en ont le plus besoin. Aidez à nourrir les victimes cachées de cette guerre. Cliquez sur le lien dans la description et faites un don à Meir Panim dès aujourd'hui. Vous savez, on n'entend pas beaucoup parler du Parti communiste chinois. Je pense que s'ils sont doués pour une chose, c'est bien pour faire taire, vous savez, les voix. On n'entend vraiment pas grand-chose. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Parlez-moi de ce que nous savons sur leur dépendance au pétrole. Je veux dire, c'est un pays immense. Ils ont, je ne sais pas, 1,4 ou 1,5 milliard d'habitants. Quelle est cette dépendance et comment en sont-ils arrivés là? Ils sont immenses. Ils importent surtout leur énergie. Il y a une différence entre charbon, pétrole et gaz naturel. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais la Chine connaît sa faiblesse. Et ils ont des réserves, de très grandes réserves aujourd'hui à court terme. Cela signifie qu'ils peuvent maintenir aujourd'hui pendant quelques mois ils peuvent résister à un blocus pétrolier quelques mois. À long terme, cela les perturbera considérablement. C'est pourquoi le détroit de Malacca représente un problème stratégique pour eux à long terme dans une attaque contre l'Iran. Le fait qu'ils doivent importer du gaz et du pétrole est une faiblesse. Ils y remédient. Ils peuvent régler cela à court terme, mais à long terme, c'est problématique. Ainsi, l'attaque contre l'Iran vise le gaz, mais pas immédiatement. Vous verrez cela dans la longue course entre l'Amérique et la Chine. Maintenant, c'est très important à comprendre pour la stratégie de Trump ici. Trump essaie d'empêcher la guerre avec la Chine. Le but de la Chine à long terme est finalement de prendre le contrôle de Taïwan. C'est la stratégie chinoise. Ils ont dit qu'il y a une sorte de discours selon lequel tout le monde affirme que 2027 sera l'année où la Chine sera prête à prendre le contrôle de Taïwan. Et l'Amérique, 2027, c'est le chiffre dont ils parlent. Oui, c'est bien ce chiffre-là. Je ne sais pas à quel point ce chiffre est réel, mais on peut voir que les Chinois font beaucoup de manœuvres autour de Taïwan. Ils se préparent, ils construisent une marine capable de prendre le contrôle. C'est un événement très complexe. En dehors de cela, il y a encore la faiblesse de l'industrie militaire dans le monde entier. Et maintenant, si on revient à l'Europe, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, la Corée du Sud, on voit qu'ils sont en train de reconstruire. Mais ici, Trump, encore une fois, n'essaie pas d'avoir un conflit direct avec la Chine, mais plutôt un déclin indirect et à long terme de la Chine pour les affaiblir. Il essaie de repousser la guerre avec la Chine après son mandat. Donc, toutes ces stratégies réunies ne visent pas à déclencher une guerre avec la Chine aujourd'hui, ni à les détruire, ni à les forcer à utiliser la puissance militaire contre eux maintenant, mais à les affaiblir stratégiquement et à récupérer les atouts américains, à renforcer l'hégémonie américaine dans le monde et à affaiblir les Chinois. Celle qui était plus forte suite à la stratégie américaine des 30 dernières années. Donc, Donald Trump choisit la guerre avec l'Iran afin de prévenir une guerre qui serait bien plus grande avec la Chine à l'avenir. Oui, c'est donc l'une des raisons. Quand on parle de géopolitique, il y a une variété de raisons pour lesquelles il faut aller à la guerre. La troisième guerre perse, la troisième guerre du Golfe, c'est une combinaison de raisons. La Chine est sans doute en tête, mais on ne peut pas l'affirmer clairement, car cela reviendrait à déclarer la guerre à la Chine. L'administration le nie évidemment. Mais si vous regardez la carte un instant, l'Amérique se prépare à un conflit militaire avec la Chine. Regardez le Venezuela. Si vous prenez le Venezuela, il est situé dans la partie nord-est de l'Amérique du Sud où les routes maritimes passent par le canal de Panama. Si l'Amérique contrôle cette zone, la mer des Caraïbes, là-bas, elle peut se défendre de l'Est et du Sud.
elle peut intercepter les missiles. Imaginez une guerre où les troupes américaines tentent de traverser le canal de Panama d'est en ouest, menacées par les forces vénézuéliennes sur cette plage. Alors, ils préparent une stratégie de défense dans l'hémisphère occidental. Cela s'appelait autrefois la doctrine Monroe. Aujourd'hui, cela correspond à la doctrine de Donald, la doctrine Donroad. Même argument. Il n'y aura pas d'ennemis à l'intérieur de l'hémisphère occidental sous la domination américaine. C'est une histoire. Ainsi, ils peuvent défendre leurs propres frontières. C'est le premier pilier d'un empire. Ensuite, l'Amérique veut avoir la paix et la tranquillité au Moyen-Orient. Et c'est là que l'Iran essaye de semer le trouble. Pourquoi? Regardons de plus près l'Iran. Comme nous l'avons évoqué la dernière fois, l'Iran traverse une crise financière à la suite des sanctions. Il manque d'électricité, il manque d'eau. Il y a beaucoup de problèmes financiers en Iran qui finiront par dégénérer en émeutes et en manifestations du peuple. Cela n'a rien à voir avec l'Amérique. Deuxièmement, une dictature comme le régime iranien y répondra premièrement en déclenchant une guerre avec Israël. Une option serait de déclencher une guerre, puis, si vous revenez à la carte, au pétrole et à l'économie internationale. Il contrôle le détroit d'Ormuz, qui contrôle 15% du pétrole brut et environ 20% du pétrole et de l'énergie. Pour le transfert quotidien d'énergie dans le monde, oui, chaque jour, cela passe par le détroit d'Ormuz. Cela signifie qu'ils tiennent le monde par le détroit d'Ormuz. Comme ça, et Tout notre public fera appel à son imagination. Et c'est une véritable menace pour le monde. Et si vous avez un régime qui est une dictature sur le point de s'effondrer, à cause du peuple et des problèmes financiers et économiques qu'ils ont au niveau national, et cela peut conduire à une crise au Moyen-Orient, lorsqu'il est lourdement armé de missiles longue portée. Avec la stratégie consistant à entraîner tout le monde dans ma chute, la véritable solution ici est de mener une attaque préventive pour empêcher que cela ne se produise. Cela signifie que les alternatives ne sont pas zéro événement au Moyen-Orient ou une guerre américaine à grande échelle au Moyen-Orient. L'autre option est une guerre majeure au Moyen-Orient, déclenchée par l'Iran et l'Amérique, à laquelle Israël devrait répondre, ou une guerre généralisée. C'est de lancer une attaque préventive pour éviter une situation incontrôlable. Avez-vous vu le temps qu'a mis l'Amérique à déplacer ses troupes? Il a fallu environ 2 mois pour déplacer les troupes au Moyen-Orient. C'est le temps que cela prend aujourd'hui. Si vous avez les Iraniens qui ferment le détroit d'Ormuz sans qu'il y ait de troupes sur place, ce sera beaucoup plus compliqué. Les mêmes 2 mois. Si j'ai bien compris ce que je lisais aujourd'hui, c'est que la Commission internationale de l'énergie, qui regroupe les États-Unis et tous ces autres pays qui ont constitué des réserves, en dispose. Si j'ai bien compris un point, il y a environ 1,8 milliard de barils de pétrole au maximum. Nous utilisons 100 millions de barils par jour dans le monde, ce qui signifie que l'ensemble des réserves, si rien ne change, représente environ 18 jours de consommation que les États-Unis et leurs alliés ont stockés. Non. Non. Donc, le détroit d'Ormuz voit transiter ce flux. Environ 15 à 20 millions de barils par jour sur les 100 millions consommés quotidiennement dans le monde. N'est-ce pas? Donc, il ne vous en reste que 50 maintenant. Ils ont des pipelines que vous pouvez détourner. Alors, disons à peu près, plus ou moins. C'est environ 10 à 12% du pétrole mondial. La consommation quotidienne de barils, des millions de barils chaque jour. Cela était maintenant bloqué dans les détroits, ce qui a eu un impact dramatique sur le marché. Mais c'est cette quantité. Maintenant, s'ils annoncent qu'ils sont prêts à libérer 400 millions de barils, si vous faites le calcul, environ 10 à 15 par jour, cela vous donne 40 jours ou 1 mois. Ce sont les chiffres dont Trump parle pour empêcher l'augmentation extrême de la hausse des prix du pétrole dans le monde entier. Maintenant, cela lui donne 3-4 semaines pour vérifier. D'ailleurs, le marché anticipe maintenant une baisse des prix vers 70 autour du mois de mai. C'est exact. Cela signifie, pour mettre les choses en perspective, que c'est monté jusqu'à 120. C'est vrai, ce matin, c'est à 97. N'est-ce pas? C'est redescendu. Ça va tourner autour de 100, c'est le chiffre. En attendant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pénurie en ce moment puisqu'ils en mettent sur le marché. Mais la question est,
Comment le marché fixe-t-il les prix de ces choses? Et quand il suppose qu'ils peuvent recommencer à apporter ces choses? C'est quand même 35 de plus que ce que je pense que c'était avant la guerre. Oui, bien sûr, de 70 à 97, c'est spectaculaire, mais ça peut redescendre si le monde se réunit. La question reste, que font les Américains dans le détroit d'Ormuz? Le monde envoie ainsi un message. La France envoie maintenant des forces pour défendre les navires dans le détroit d'Ormuz. La question, je ne sais pas s'il y a des mines marines immergées là-bas que les Iraniens auraient placées. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse claire. Parce que si c'est le cas, il faudra entre 6 et 8 semaines pour les retirer. Et cela ne pourra commencer qu'après qu'ils auront pris le contrôle du territoire. Ils ne sont donc pas menacés par les forces iraniennes. Après avoir retiré les mines, ils pourront balayer la zone. Oui, donc ils ont détruit, je crois, 12 ou 14 bateaux poseurs de mines, c'est-à-dire des mouilleurs de mines iraniens. Est-ce qu'ils ont fait ça après la pose des mines ou avant? C'est une bonne question, je ne connais pas la réponse. J'ai entendu des rumeurs des deux côtés, je ne sais pas. Ce sera bien plus simple sans les mines, mais bien plus difficile avec. L'armée américaine devra y répondre. Le fait qu'ils ne défendent pas les navires. Maintenant, traverser le détroit d'Ormuz m'indique qu'il pourrait y avoir des mines. Mais encore une fois, je ne sais pas. C'est à l'armée de donner la vraie réponse. Je veux que nous ouvrions notre esprit à un scénario horrible. Je vous pose une question. Mettons que l'Iran ait la bombe, ou que nous n'ayons pas frappé en juin et que l'Iran ait la bombe. Que se passe-t-il dans le détroit d'Ormuz? Quel genre de pouvoir exerce-t-il? Le problème avec le fait d'utiliser, de transformer votre potentiel de puissance en une véritable utilisation de la puissance militaire, c'est que vous perdez l'effet de levier. C'est ce qui arrive à l'Amérique en ce moment. La menace d'utiliser la puissance militaire contre l'Iran s'est considérablement affaiblie parce que vous l'avez déjà épuisée. Deuxièmement, l'Iran possède une bombe, ou a affirmé qu'il possède une bombe et peut menacer avec cela. C'est là que les négociations interviennent et que la faiblesse de l'Occident est dramatique. Cela signifie qu'à ce moment-là, l'Iran pourrait tout faire. C'est l'argument de Bibi, c'est l'argument de Netanyahou depuis 20 ou 30 ans, disant que le problème n'est pas que l'Iran utilise la bombe. Plus que cela, c'est utiliser l'influence de la bombe pour soutenir son cercle de feu autour d'Israël et affaiblir Israël. Parce que vous pouvez le voir maintenant. Avec la Russie a commencé une guerre, a pris le contrôle d'un autre pays souverain, l'a attaqué, l'a détruit, l'a tué, l'a assassiné. Et le monde n'a pas soutenu ce pays de manière directe. Il leur donne juste des munitions et de l'argent, mais c'est votre guerre parce qu'ils sont terrifiés par un parapluie nucléaire, terrifiés. Maintenant, la Russie est, disons, plus modérée et rationnelle que le régime iranien, qui est un régime extrémiste, chiite, fondamentaliste. Comment négocier avec le régime iranien? Dire « j'ai une bombe, je ferai ce que je veux » constitue une réelle menace mondiale. Eh bien, on peut supposer que l'Europe baisserait la tête et s'enfuirait immédiatement. Je pense que l'Amérique ferait pareil. C'est un problème. Face à ce défi, Trump, Dieu merci, a eu le courage et la volonté de mener une attaque préventive ici. Israël a mené l'attaque préventive en juin avec le soutien des Américains. Que cela sauve vraiment le monde d'un régime qui est fou. Pas pour utiliser la bombe, mais pour utiliser l'influence de la bombe face à d'autres défis. L'Iran fournit ses drones Shahad à la Russie pour attaquer l'Ukraine en Europe. C'est une menace qui est maintenant éliminée. Cela a affaibli la Russie. L'axe du pouvoir de la Corée du Nord, la Chine, la Russie et l'Iran, est un axe qui représente une véritable menace pour le monde. Économiquement, il possède les réserves de pétrole. La Russie est une grande station-service avec le pays. Vous avez la Chine, qui est le grand marché sophistiqué et le pays technologique. Les Nord-Coréens envoient des troupes en Russie pour combattre en Ukraine. Et l'Iran est une industrie qui, théoriquement, sans les sanctions américaines, aurait pu être un atout très fort dans cette alliance. Le fait que l'Amérique, avec le soutien d'Israël, ait empêché cela de se produire est stratégique pour la paix mondiale. J'entends souvent ces personnes woke qui débattent de la guerre israélienne et affirment que l'Amérique suit Israël. C'est en réalité l'inverse. Cette guerre, c'est l'Amérique qui sauve le monde. Trump empêche la guerre avec la Chine. Trump affaiblit une véritable menace mondiale appelée dictature, avec un potentiel d'armes nucléaires, avec des missiles à longue portée sur le point de s'effondrer.
prêt à entraîner le monde dans sa chute, ça, c'est une véritable menace. Et ça, Dieu merci, l'Amérique s'en occupe et Israël est là pour aider l'Amérique. Maintenant, vous devez réaliser l'ampleur de l'aide qu'Israël apporte à l'Amérique. Toute la force aérienne américaine qui est venue au Moyen-Orient au cours des 2 derniers mois n'est pas encore équivalente à la force aérienne qu'Israël possède déjà au Moyen-Orient aujourd'hui. Cela signifie que les Américains ont amené entre 200 et 250 avions, des chasseurs capables d'attaquer en Iran. Israël possède 250 avions de chasse des F-16, F-35, F-15 qui peuvent attaquer en Iran. C'est équivalent, la logistique au Moyen-Orient est bien plus simple et nous avons déjà prouvé notre capacité. Nous pouvons attaquer l'Iran. Donc c'est vraiment incroyable. Dans le plus grand conflit militaire des États-Unis depuis des décennies, ils sont équivalents en termes de puissance, de pénétration et de ciblage. Avec l'État d'Israël, avec une population de 9 millions de personnes entourées d'ennemis, c'est vraiment impressionnant. Je poursuis ma discussion avec mon ami. Selon moi, les pilotes de l'armée de l'air ne sont pas à égalité avec l'US Air Force. Nous sommes meilleurs à bien des égards. Nous sommes plus expérimentés. L'opération de juin nous a apporté beaucoup de connaissances. Nous avons des capacités technologiques non développées par les Américains et eux possèdent des compétences que nous n'avons pas. Mais encore une fois, en comprenant la stratégie, nous ne sommes plus le petit de la classe à cet égard. Mais encore une fois, nous soutenons la guerre américaine et cela remonte à la doctrine stratégique de Trump. Trump ne cherche pas des États clients qui travailleront pour lui, il cherche des alliés forts. Et vous pouvez écouter Hexet, vous pouvez écouter le secrétaire Rubio. Il parle d'un partenaire en Israël qu'il considère comme fiable. Aucun pays au monde n'est aussi fiable qu'Israël. C'est ce dont l'Amérique a besoin aujourd'hui en utilisant la puissance militaire. Encore une fois, pour parler des woke, ces personnes folles, ce sont les Tucker Carlson du monde, les Nick Fuentes, les Candace Owens et bien d'autres. Et peut-être même Rowan, comment il s'appelle Non, pas lui. Rogan. Rogan. Israël ici est un atout tellement précieux pour l'Amérique que je pense que sans le soutien israélien, cette opération n'aurait même pas pu avoir lieu. C'est ainsi qu'Israël est stratégique pour la sécurité de l'Amérique et du monde. C'est incroyable, surtout dans le contexte de la Chine. Ahmed, lors de nos nombreuses discussions, tu es toujours prompte à me rappeler le grand ennemi ou la grande cible ici qui menace les États-Unis. Ce que tu dis est clair, qu'Israël vient en aide aux États-Unis pour empêcher la prise de contrôle chinoise, l'hégémonie chinoise. Nous avons nos propres intérêts et ne voulons pas les négliger. Penses-tu que cela est transmis au peuple américain? Non, je pense que ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Je pense que ce n'est pas possible. Pourquoi? Je pense que Écoutez le podcast Peuple américain? Si le président Trump se tient devant les Américains et dit « Nous essayons d'affaiblir la Chine stratégiquement par une approche indirecte », c'est en fait le début d'une guerre avec la Chine. Il ne peut pas dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Mais si vous faites le calcul un instant et regardez la carte, et je pense que Trump comprend la carte, il la voit, il négocie toujours sur tout. La puissance militaire est un atout stratégique en négociation. Vous avez une menace militaire crédible ou une action militaire crédible. Il a utilisé la menace devant l'Iran à plusieurs reprises. Il l'a concrétisée par une véritable action à 2 reprises maintenant. La question est de savoir comment cela va se terminer. Et c'est ainsi qu'il va projeter sa puissance sur la Chine. Le fait que l'armée américaine ait été, disons, on ne pensait pas que l'armée américaine utiliserait sa force contre d'autres institutions, ce qui a renforcé la Chine. Tout le monde craint désormais ses actions. Il s'agit maintenant des munitions et de la quantité utilisée actuellement qui n'est pas envoyée vers la Chine, le théâtre du Pacifique. Ce sont des équilibres que Trump met en place. Et je pense, et c'est encore une fois la théorie générale. Trump considère la lutte contre la Chine comme l'objectif numéro 1 à atteindre. Premièrement, ramener la puissance et la domination américaine. Deuxièmement, affaiblir la domination chinoise et leur menace de déclencher une guerre à Taïwan. Comment fait-il cela? Quelles sont les faiblesses américaines et les atouts de la Chine? Le commerce.
Le commerce chinois avec l'Amérique est stratégique et c'est un problème que la Chine soit si forte, soit aussi puissante dans le commerce. Viennent donc les tarifs douaniers, puis l'industrie militaire et technologique. Trump, depuis 2024 quand il est arrivé au pouvoir, mais il avait commencé dès sa première administration à déplacer et à commencer à construire l'industrie militaire à l'intérieur de l'Amérique. La production de puces en dehors de Taïwan va affaiblir la menace de détruire 90% des puces importantes provenant de Taïwan, de TSMC. C'est aussi une manœuvre stratégique. Troisièmement, construire des alliances, aller et forcer l'Europe à se constituer une armée en disant « je ne vais plus vous défendre ». Cela force l'Europe à développer son industrie et sa puissance militaire. Je doute que cela fonctionne car l'Europe est, selon moi, une civilisation morte, mais il essaie de le faire. Regardez le Japon. Il se dote d'une armée. Trump soutient le nouveau Premier ministre du Japon, qui est totalement conservateur, adopte la manière forte et construit une véritable armée japonaise. C'est l'objectif d'avoir un autre allié face aux Chinois. L'hémisphère et le théâtre oriental. En regardant la carte un instant, ce sont ces équilibres qu'il essaie de reconstruire. L'armée américaine, et je me répète, dans l'opération contre les Houthis au Yémen, encore une fois, défend 20% du commerce international vers le détroit de Bab el-Mandeb. Le monde n'a pas réussi à le faire pendant l'administration Biden. Trump est venu là-bas avec un porte-avions qui n'a pas réussi à défendre cette zone. Ils ont perdu 3 avions qui sont simplement tombés du porte-avions. Il a vu l'armée et a dit « Nous devons reconstruire et prouver nos capacités ». C'est pourquoi il a envoyé toute la marine, au Venezuela pour menacer là-bas. Et il a prouvé qu'il était capable de mener une guerre courte et rapide. Juste un entraînement, au fait. Et c'est beaucoup d'entraînement. Oui, je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, peut-être. C'est pareil avec la Seconde Guerre mondiale, non? Roosevelt a pris la décision. Churchill voulait qu'il aille directement combattre sur le continent européen. Et Roosevelt a dit non, nous allons nous battre en Afrique du Nord, n'est-ce pas? Pour une raison simple, il voulait vraiment entraîner les troupes américaines. Si je comprends bien, après des décennies, je ne sais pas depuis combien de temps, les troupes américaines n'ont pas connu ça. Peut-être depuis la guerre du Golfe. Je veux dire, aucune de ces personnes n'est probablement encore en service, très peu d'entre elles le sont encore. Vous dites que Trump est en train de reconstruire. Ce n'est pas seulement une reconstruction, vous dites qu'il est en train de les réentraîner et qu'il crée une force. Oui, et c'est Hexet qui fait un très bon travail à ce sujet. Et cela, encore une fois, projette de la puissance face à la Chine. L'autre sujet, ce sont les minéraux. La Chine détient plusieurs matériaux rares uniques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la Chine contrôlait entre 50 et 90% de plusieurs marchés dans ce domaine. C'est l'avenir de nombreuses industries technologiques dont l'Amérique a besoin. Essentiel. Essentiel pour la sécurité nationale, essentiel pour la technologie, beaucoup de choses dont nous avons besoin. La Chine contrôle tout cela. Trump travaille aussi là-dessus. Et l'Iran possède beaucoup de mines de minéraux là-bas qui pourraient potentiellement être exploitées. Je ne pense pas que ce soit la principale raison, mais c'en est une. Trump essaye de repositionner l'Amérique d'un côté, de construire des alliances internationales sur le plan économique, stratégique, militaire et d'affaiblir la Chine pour éviter une guerre avec la Chine. Encore une fois, la Chine a ses propres problèmes. Sa population est en déclin et les taux de natalité s'effondrent complètement. Ils ont une dette intérieure, une dette nationale, tout comme l'Amérique. C'est un système compliqué, mais ils ont les mêmes problèmes. Ils ne sont pas aussi forts. On peut dire que leur dette est supérieure à leur PIB. Bien sûr, comme l'Amérique. Tout comme l'Amérique, mais en Chine, c'est réparti au niveau des provinces. Leur système est plus complexe, mais le même argument s'applique. Problème de dette, système à effet de levier, croissance inférieure à ce qu'ils annoncent. Contrairement aux Américains, il n'y a pas de consommation interne équivalente. Encore une fois, sans entrer dans trop de détails, mais une dictature en déclin représente une menace. Voilà pourquoi Trump saisit l'opportunité maintenant. Cela reste une question de timing et soulève des interrogations sur l'opération. La question du timing en Iran se pose maintenant. Parce que lorsque les manifestations ont eu lieu, l'armée américaine était au Venezuela. Exact. Ils pensaient que cela arriverait plus tard. C'est ça. C'est ça. Tout le monde en parle. C'est ça. Et nous sommes assis ici. Même 2027 peut-être? Je n'ai pas dit ça. Plus tard en 26 du moins. Et nous étions assis ici ensemble et j'ai dit que le timing ne fonctionne pas, ça finira mal car cela prendra du temps pour que l'Amérique le fasse. S'ils veulent agir maintenant,
Ils n'ont pas de vraies cartes en main. Souviens-toi, je pense que certains de nos spectateurs ont écrit des commentaires disant qu'ils n'étaient pas sûrs. Ils n'ont pas aimé la réponse parce que tu étais réaliste. Et tu as dit, vraiment, je dois le dire, c'était un rappel à la réalité dans le podcast Truist. Reviens 2 mois en arrière quand Amiad Cohen a expliqué que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de solution rapide. Les gens étaient contrariés. Mais tu avais raison, Amiad. Mais même maintenant, je ne pense pas qu'un changement de régime soit la solution la plus probable. Peut-être que c'est une solution souhaitable, mais la question est de savoir si c'est probable. Regarde ce qui se passe. Le régime aujourd'hui, dans une conversation que j'ai eue avec des personnes qui sont en première ligne en Iran aujourd'hui là-bas, le régime est encore fort. Il contrôle toujours le centre de commandement et de contrôle. Il est toujours opérationnel. Il est très difficile de faire tomber un régime extrémiste fort. Sans aucune présence militaire sur le terrain. Sans aucune présence militaire sur le terrain. C'est presque impossible sans cela. C'était tout l'argument avec Gaza, non? Alors, bien sûr, calculons maintenant l'hypothèse selon laquelle la population va protester. Donc, les manifestations commencent trop tôt, 2 mois trop tôt ou 3 mois trop tôt. Maintenant, quelles ont été les pertes lors des manifestations? Donc, Trump dit qu'ils ont perdu 32 000 personnes tuées par les dictateurs en Iran. Donc, ils ont perdu 30 000 personnes et ensuite, ils ont eu des blessés. Oui, bien sûr. Entre 30 000 et 60 000 personnes ont été blessées, parfois 1 pour 1 ou 1 pour 2, puis emprisonnées. Encore 30 000, 50 000. Si vous faites le calcul un instant, entre 50 000 et 150 000 personnes, dont je crois que la plupart sont les leaders, les personnes formées, les jeunes qui veulent encore protester, ils les ont perdus. Est-il possible d'avoir à nouveau ces manifestations? Je ne sais pas. Mais si vous regardez à nouveau la carte de manière réaliste, est-il possible d'avoir des émeutes? La réponse est qu'ils auront des émeutes parce qu'ils ont un problème économique, un problème énergétique. Ils ont beaucoup de problèmes internes. Mais est-ce que ce sera dirigé par les personnes que, selon moi, l'Amérique a formées et prévues? La réponse est non. Est-ce que ce sera facile? La réponse est non. Et je pense que cela prendra beaucoup plus de temps que prévu. Vous savez, ici, je veux que nous approfondissions un point sur lequel la Chine et l'Iran sont idéologiquement alignés. La Chine ne voulait évidemment pas que le régime iranien soit contrarié, car elle compte sur le régime iranien. Ils ont investi entre 400 milliards et 1 billion de dollars en Iran. Et l'une des choses principales, c'est que 2 entreprises chinoises, ce sont elles qui ont intégré le logiciel de reconnaissance faciale en Chine. Tout le pare-feu que la Chine utilise pour couper l'accès à Internet a été créé par la Chine, ce qui signifie que la Chine a donné à l'Iran les outils pour réprimer sa population. Et je pense que c'est souvent négligé, c'est-à-dire, comme tu le dis, toutes ces personnes qui ont participé, elles ont toutes été répertoriées. Une fois que le régime, une fois que la menace s'est un peu dissipée, quand on a détourné le regard pendant 1 mois alors que les États-Unis utilisaient leurs forces, il y a eu des représailles de la part du régime. Ils connaissaient l'adresse de chaque personne. Et la Chine les a préparés à cela, c'est-à-dire que c'est le lien idéologique. Et je pense, corrige-moi si je me trompe, qu'un lien idéologique similaire existait aussi avec le Venezuela. Oui, donc Maduro était très proche de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Il était essentiel pour l'Amérique de faire tomber Maduro. Jusqu'à présent, cependant, comment la Chine et le Venezuela, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Comment ont-ils organisé cela? Comme la Russie et Castro. Un pays regarde une carte. Il y a une belle scène dans la série The Diplomat où, dans la 2e saison, le vice-président montre à l'ambassadrice « Voici où je vis sur la carte du monde ». Netanyahou pose souvent devant une carte du monde, suggérant « C'est là que je vis ». Il considère que tout est centré sur le Moyen-Orient, là où il vit. Je crois qu'on a une carte du monde juste derrière nous en ce moment. La plupart des gens ne connaissent pas la signification de la géographie, l'importance de la géographie, ce que ça veut dire et comment ça se manifeste. Le Hezbollah a des ressources en Amérique du Sud d'une façon difficile à comprendre. Parler de ces activités de l'ombre. Je suis désolé, je sais que c'est hors sujet, mais parler de ces vols clandestins qui font des allers-retours entre le Venezuela, le blanchiment et la Chine, c'est bien ça? Je ne connais pas les détails à ce sujet et ne souhaite pas débattre sans information précise, mais globalement, les sanctions américaines empêchent l'Iran d'exporter directement vers la Chine. Cela menace l'assurance, le navire et bien d'autres choses. C'est pourquoi il faut blanchir le pétrole, changer de navire en pleine mer. Beaucoup de gens maquiller les navires et
Il y a beaucoup de façons de faire cela. Encore une fois, je ne connais pas les détails, donc je ne veux pas argumenter, mais au final, ils doivent trouver un moyen d'exporter leur pétrole. Ils réussissent à exporter le pétrole avec le Venezuela. Ce n'est pas seulement l'exportation via le Venezuela lui-même, malgré les sanctions, exporte du pétrole vers la Russie, vers la Chine. Encore une fois, ces choses sont un moyen de contourner les sanctions. Vous les suivez, et encore une fois, c'est une faiblesse. Le coût est plus bas sous sanctions. Il faut appliquer une décote de 30% pour le risque sur le pétrole. C'est la même chose avec la Russie. Donc, la Chine achète en fait du gaz et du pétrole à des prix très bas grâce aux sanctions. Encore une fois, la loi des conséquences imprévues dans un monde chaotique comme la géopolitique, c'est compliqué. Le véritable enjeu auquel sont confrontés les États-Unis et la Chine sera de savoir comment cette guerre va se terminer. Et si je peux exposer 3 scénarios possibles ici, en dehors de l'optimiste, oui, comme Reza Pahlavi arrivant, atterrissant et prenant le contrôle du pays, ce qui, à mon avis, est Le fils du chat. Je pense que c'est le scénario le plus improbable qui puisse arriver. Pourquoi donc? Parce que le régime est encore fort, il contrôle toujours. On ne peut pas renverser un régime sans avoir des troupes sur le terrain de plusieurs façons. Et l'Amérique n'a pas le temps d'attendre pour y arriver. Donc, à cause de la question de temps ici, un des scénarios est celui des marteaux de minuit. Fin de partie. Cela signifie que Trump dit « Nous avons terminé avec le régime. Nous avons détruit tous leurs avions et défenses anti-aériennes. Nous aurons un accord selon lequel vous ne fermez pas le détroit d'Ormuz et nous avons un Iran très affaibli. » Le peuple n'est pas sauvé. Ils auront des problèmes économiques. Les sanctions restent en place. L'argent et le gaz continueront d'affluer en Chine. Le gaz va continuer à affluer vers la Chine, mais l'Amérique a projeté sa puissance. L'Amérique a encore vérifié la stabilité du pétrole et de l'économie dans le monde sans perdre grand-chose, a détruit le missile et a surtout détruit la capacité du régime iranien à menacer le Moyen-Orient. Ils ont assuré la stabilité au Moyen-Orient, car la Chine préfère l'instabilité dans cette région. Nous l'avons évoqué pour la Syrie, c'est pareil pour l'Iran. L'objectif de Trump est d'obtenir la stabilité avec un Iran affaibli ici avec ce régime, soit avec un régime local qui n'est pas aussi extrémiste que celui-ci, mais un autre qui n'est pas non plus un régime démocratique et libéral. Mais c'est un régime différent. La troisième option, c'est le chaos. Je pense que le chaos est le pire scénario pour l'Amérique. Ça l'affaiblit. C'est pourquoi, probablement, je pense que ce régime restera, d'une certaine manière, très faible, avec des manifestations qui augmentent à l'intérieur de l'Iran. Mais il faudra, disons, 2 ou 3 ans pour que ce régime soit affaibli, au point que peut-être les manifestations le feront tomber. Donc, il a initié le processus qui fera tomber le régime, mais cela n'arrivera pas dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Et l'Amérique ne peut pas se permettre de payer le prix d'une guerre qui continuerait 3 ou 4 semaines de plus après mars. Pas avec les prix du pétrole. $1 dépensé par les États-Unis pour la défense au Moyen-Orient, que ce soit dans le détroit d'Ormuz ou pour gérer la mer Rouge et le transport maritime international, est $1 qui ne va pas à la campagne du Pacifique, n'est-ce pas? Il ne va pas vers la Chine et Taïwan. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est l'un des arguments avancés, que l'objectif de la Chine est d'utiliser ses supplétifs, d'utiliser ses intermédiaires pour détourner l'attention des États-Unis, la concentrer sur le Moyen-Orient, épuiser les ressources afin que les États-Unis ne puissent pas faire face à une guerre. La réponse est oui et non. Les États-Unis peuvent-ils vraiment faire face à des guerres sur 2 fronts? D'abord, la guerre sur 2 fronts. La réponse est non. L'Amérique peut-elle mener une guerre sur un seul front? D'accord, c'est une vraie question. L'armée américaine est grande, fortement financée, mais peut-elle tenir avec la quantité de construction navale? C'est l'industrie. La guerre, c'est l'industrie. Et aujourd'hui, l'Amérique n'a pas l'industrie. C'est pourquoi le temps est la première chose que l'Amérique achète avec cette opération. Du temps pour construire les usines qui fabriqueront les bombes, pour tripler et quadrupler la capacité de sa construction navale, de sa production de munitions, de sa construction aéronautique, de toutes ces choses que l'Amérique doit fabriquer pour se préparer au front chinois. L'objectif de l'Amérique et de Trump est d'acheter du temps, et c'est aujourd'hui une manière peu coûteuse de le faire. Cela signifie que chaque dollar investi dans une opération au Moyen-Orient aujourd'hui repousse la guerre avec la Chine de 5 ans, 10 ans,
Personne ne sait exactement. Mais je pense que cela projette suffisamment de puissance, cela prouve que l'Amérique ne restera pas les bras croisés à regarder la Chine prendre le contrôle du Japon, prendre le contrôle de Taïwan. Le Japon se reconstruira et le monde revient à une situation où la domination américaine revient pour prévenir les guerres. Rappelez-vous, la chose la plus importante qui prévient la guerre, c'est une armée forte. Exactement, et une armée crédible, oui. Une menace militaire crédible que vous possédez et la capacité de vous y opposer. Ce qui a permis, et la Seconde Guerre mondiale en est le meilleur exemple, mais pas seulement, ce qui a permis à Hitler d'essayer de prendre le contrôle de l'Europe et d'y parvenir, en fait, c'est la faiblesse de l'Europe. Son hypothèse selon laquelle l'Amérique, que l'Europe n'attaquera pas l'Allemagne de manière préventive, le fait qu'elle ne réagira pas, qu'ils ont une armée vieillissante. Ils n'investissent pas assez dans le développement de leur armée. Et si vous construisez une armée, vous pouvez lancer une blitzkrieg rapide contre l'Europe et profiter de la période pendant laquelle l'armée se prépare à la guerre alors que vous êtes déjà prêt. Cette question de timing est cruciale. Et si vous regardez la Chine aujourd'hui, la Chine a construit une armée. L'Amérique, c'est discutable. L'industrie est très faible. L'Europe n'a pas d'industrie militaire. Le Japon n'a pas d'industrie militaire. Et tout cela est en train de changer. Donc gagner du temps est stratégique ici. Et l'opération en Iran, premièrement, brise l'axe, enlève un joueur de la table. La Russie s'est mise hors jeu avec la guerre en Ukraine en s'affaiblissant là-bas depuis 4 ou 5 ans. Deuxièmement, cela a préparé l'armée. Cela montre l'importance d'avoir une armée, de tirer les leçons, de la reconstruire et de prouver à la Chine notre volonté d'utiliser la force militaire. Donc, tout cela ensemble, oui, cela réduit la quantité de munitions que vous avez pour le théâtre chinois, mais cela laisse le temps de bâtir une industrie stratégiquement plus importante. Donnez-moi un délai. Selon la situation actuelle aux États-Unis, quelle estimation proposez-vous? Et je comprends que nous n'avons pas toutes les statistiques et tous les chiffres, mais à peu près jusqu'à ce que les États-Unis soient développés au niveau où ils devraient clairement être pour affronter la Chine ou une guerre ouverte. Parlons-nous de quelques années supplémentaires? Ma question est, cela dépassera-t-il le mandat de Trump? Oui. Qui va succéder à Trump? Je sais que ce n'est pas évident, mais qui le pourrait? Ma boule de cristal, une seconde. Non, mais en réfléchissant à quelques idées au sein du Parti républicain, Amiada, c'est une vraie question. Le président Trump a vraiment bouleversé les lignes dans le monde entier. Je ne sais pas si quelqu'un pensait ainsi avant, peut-être lors de son premier mandat, mais je n'en suis pas sûr. Certainement pas Obama, c'était l'inverse. Le monde jugeait l'Amérique militairement peu crédible. Si cela ne dépend plus de Donald Trump, qui, selon vous, pourrait poursuivre cette doctrine dans ce parti? Tout d'abord, il y en a un aujourd'hui, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio. Il fait clairement partie intégrante de cette doctrine. Sans lui, le Venezuela n'était pas dans le plan, je pense. Je pense qu'il représente d'une certaine manière une version améliorée des néoconservateurs de la fin des années 90, début des années 2000. C'est un fait. Il agit de façon sophistiquée, sans reproduire les erreurs des néoconservateurs, mais il reconnaît vraiment l'importance d'une hégémonie américaine. C'est un point. Mais en politique, quand on utilise la force dans un sens, il y a toujours des forces contraires qui se dressent contre vous. Je pense que le succès de Trump, le mouvement MAGA, a réveillé la droite woke, ce qui mettra en péril le succès des républicains en 2028. Je pense que la politique est très difficile à analyser sur le plan politique, mais on peut parler du monde des idées. Donc, le Parti démocrate en Amérique a un problème. Il est devenu très woke, c'est fou. Et dans le système politique américain, on essaie de se rapprocher du centre. Et il y a un problème pour les démocrates à se déplacer vers le centre. Dans le Parti républicain, Donald Trump, initialement marginal, s'est rapproché du centre et est aujourd'hui un président centriste qui comprend tous les arbitrages. Des personnes de gauche sont aujourd'hui prêtes à voter pour Donald Trump, comme on le voit à l'élection de 2024. Et puis la question est de savoir qui sera un président centriste pour l'Amérique. Donc cela dépend évidemment d'Obutomindo, mais je pense que J.D. Vance n'est pas la solution. J.D. Vance a du soutien en marge du Parti républicain, la partie la plus bruyante du Parti républicain.
Mais je pense que concernant le véritable soutien pour gagner les élections, Marco Rubio aura l'avantage. Oui, si on regarde les élections de 2028, je pense que Marco Rubio sera le candidat. Aujourd'hui, on peut voir les sondages augmenter, mais je pense que ce ne sont pas seulement les sondages d'aujourd'hui qui comptent. Cela ne veut rien dire. Les gens devront analyser leur capacité à gagner. Du côté démocrate, Gavin Newsom commence à se rapprocher du centre. Il l'a bien compris. Mais la radicalisation de l'extrême gauche au sein du Parti démocrate rend difficile une direction modérée. La question sera, est-ce que la droite woke va s'opposer aux républicains modérés ou va-t-elle accepter la stratégie centriste? C'est la grande différence entre les démocrates et les républicains en Amérique. Les républicains centristes se battent contre les personnes courageuses qui luttent contre la droite woke en Amérique et les marginalisent pour les ramener à leur place. Tucker Carlson n'est pas fort. Vous avez pu voir Ted Cruz hier soir attaquer directement Tucker Carlson. Vous pouvez voir des commentateurs comme Ben Shapiro et Mark Levin, ainsi que beaucoup d'autres, attaquer directement Tucker Carlson. Même J.D. Vance, autrefois proche de Tucker Carlson, reste désormais silencieux, conscient du prix politique à payer. Et Tuckerson est son secrétaire de presse. Maintenant, en regardant à nouveau la carte, c'est encore très tôt, très difficile, et aucune boule de cristal ne peut analyser. Mais si vous l'analysez sur la base des tendances politiques, des idées, des équilibres de pouvoir, sans qu'il y ait une véritable erreur de la part de Trump menant l'Amérique à une crise financière ou autre, ou même sans qu'il échoue vraiment. Comme s'il allait bien et faisait ces choses stratégiques et importantes qui n'apparaîtront pas pendant son mandat. Je pense que les chances que nous ayons Marco Rubio à la tête de la prochaine administration sont très élevées de mon point de vue. Et il continuera la doctrine de Trump. Je vais conclure. Amia, cette discussion a été fascinante. J'ai une dernière question. Nous mettons l'accent sur les intérêts américains dans cette guerre, Israël ayant les siens, mais nous aidons les États-Unis comme véritables alliés et partenaires. Quel est le point de vue d'Israël sur la Chine? Je veux dire, en oubliant les États-Unis, qu'est-ce que cela nous apporte? Comment cela nous affecte-t-il? Je veux dire, nous avons un port en Israël. L'un de nos plus grands ports en Israël appartient aux Chinois. Il est exploité par les Chinois. Donnez-nous un peu plus d'informations. Donc, une histoire qui illustrera l'ignorance des Israéliens concernant la menace chinoise, c'est que l'armée israélienne a acheté pour ses colonels des voitures chinoises. Pour un Américain, acheter une voiture chinoise, c'est comme faire entrer un espion chez soi. Tous les officiers en ont acheté, puis ils ont annulé l'accord et revendu les voitures. Aujourd'hui, l'accès aux bases militaires avec des véhicules chinois est interdit. C'est votre voiture et nous avons des réservistes dans l'armée. Vous ne pouvez le faire, vous avez des caméras et des Chinois. Ce n'est même pas dans la conscience des Israéliens. J'ai participé à un groupe de travail avec des Américains et des Israéliens sur la Chine. Et les Israéliens, des gens intelligents, des gens qui savent des choses, disaient « Bon, la Chine, ça va ». La seconde histoire, après la victoire de Netanyahou fin 2022, il a attendu une invitation de Biden à la Maison-Blanche qui n'est jamais arrivée. Peut-être que Biden a oublié, c'est une possibilité. Mais je pense qu'il ne voulait pas l'inviter. Et ensuite, Netanyahou a réfléchi à ce qu'il devait faire. Et Xi Jinping a annoncé que Netanyahou viendrait en Chine dans 1 mois. Le lendemain, il a reçu une invitation de la Maison-Blanche. Et c'est important parce que cela concerne la conversation précédente. Une stratégie, l'Amérique d'abord, est juste. L'Amérique doit prendre soin d'elle-même et de son succès économique, de sa sécurité. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela veut aussi dire Israël d'abord. Israël ne peut pas compter sur une Amérique qui pourrait trahir Israël. Cela signifie que, si l'on se souvient de la guerre avec Biden qui n'a pas envoyé de troupes, qui a essayé de forcer Israël à abandonner la guerre, à arrêter la guerre par tous les moyens possibles. En arrêtant, en ne faisant pas de cadeaux, en vendant des munitions, avec une stratégie à long terme basée sur cette chaîne d'approvisionnement. Israël devra se diversifier. Et se diversifier signifie établir des relations avec la Chine. Si l'Amérique veut qu'Israël s'éloigne de la Chine, qu'il ne vende pas de porc aux Chinois, qu'il ne fasse pas d'affaires avec les Chinois, elle devra être beaucoup plus fiable envers Israël dans leurs relations. Je dis cela parce qu'il y a toujours un compromis. Regardez, disons, la relation d'Israël avec la Russie.
Nous sommes toujours en bons termes avec la Russie aujourd'hui, malgré la guerre russo-ukrainienne, qui, moralement, évidemment, montre que la Russie est l'agresseur ici. Les méchants, ce sont les Russes, et les gentils, les Ukrainiens. Mais nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur un seul soutien appelé l'Amérique. Nous devons nous diversifier. L'Inde, et c'est la visite de Modi la semaine dernière, ou il y a 2 semaines en Israël, qui est stratégique. Et si vous voulez regarder les options qu'Israël a, c'est de construire une relation forte avec l'Inde tout en gardant une certaine relation avec la Chine. Et si nous perdons la Chine, nous devons trouver une autre solution. Donc oui, les Israéliens ne sont pas conscients de la menace chinoise de manière profonde. Ils ne voient pas cela comme une compétition. Ils le voient comme une opportunité économique. Et si l'Amérique n'est pas fiable, nous devons trouver quelqu'un d'autre. Donc la lutte américaine contre la Chine, en réalité, est un angle mort pour les Américains concernant Israël. Amiad, je veux dire que j'ai l'impression que tu as élevé cette conversation à un niveau que j'ai rarement entendu, avec autant d'analyse et de stratégie sur ce qui se passe réellement ici. J'étais chez Piers Morgan plus tôt cette semaine. J'étais sur d'autres chaînes. La question reste, Israël, pourquoi les États-Unis mènent-ils cette guerre? Je pense que tu viens d'apporter le contexte. Et peut-être que c'est beaucoup à gérer pour le grand public. Si ça ressemble et cancane comme un canard, c'est sûrement un canard. Je pense que ce que tu viens vraiment de faire, c'est de soulever le vrai problème majeur, à savoir que beaucoup de tout cela remonte à la Chine. Cet épisode est incroyable. J'invite nos auditeurs et téléspectateurs à envoyer questions et commentaires. Nous en choisirons quelques-uns pour y répondre cette semaine. Merci pour ta sagesse et tes éclairages. Merci beaucoup de m'avoir invité, Amiad.